Salut les affamés de Culture G, ici Neurosynthèse. Et si on pouvait se passer des banques pour de bon? Imaginez, juste une seconde, un monde où votre argent, c'est vraiment le vôtre. Un monde sans personne au milieu, sans autorité centrale qui peut, sur un coup de tête, geler vos comptes ou faire fondre votre épargne. Ça sonne un peu comme une utopie, hein? Et pourtant, pas si sûr. Cette promesse, elle a un nom. Elle repose sur une technologie qui est pour le coup vraiment révolutionnaire, la blockchain. Et sa création la plus célèbre, vous la connaissez tous, c'est le Bitcoin. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, on va plonger dedans pour vraiment saisir l'enjeu fondamental qui se cache juste derrière. Alors, pour y voir clair, on va procéder en 5 étapes. D'abord, on va parler de la révolution de la confiance, c'est la base. Ensuite, on plongera dans la mécanique pure et dure de la blockchain. Après ça, on s'attaquera au Bitcoin, le fameux or numérique. Puis, on regardera ce qui fait tourner la machine, le minage. Et on finira, comme d'habitude, avec l'analyse neurosynthèse, pour prendre un peu d'auteur. Allez, on attaque. Faut bien comprendre un truc. Le problème que Bitcoin cherche à résoudre, à la base, il n'est pas technique. Non, il est bien plus profond, il est philosophique. C'est tout le problème de la confiance. Jusqu'à maintenant, comment on faisait? Pour échanger de la valeur, on passait par ce qu'on appelle des tiers de confiance. En gros, les banques. Ce sont elles qui garantissent que tout se passe bien. Le truc, c'est que ce système, il est centralisé. Et il a ses défauts, hein. C'est souvent lent, ça coûte cher, et surtout, ça nous force à leur faire une confiance quasi aveugle. La blockchain, elle, arrive avec un modèle qui n'a rien à voir. C'est décentralisé, c'est direct, on appelle ça du pair à pair. En clair, les échanges se font directement d'une personne à une autre. Fini l'intermédiaire. Ok, mais comment ça marche, cette confiance sans banquier? Eh bien, la solution, elle est d'une simplicité et d'une élégance assez folle. Imaginez, au lieu d'un grand livre de comptes secrets, bien gardé par la banque, la blockchain, c'est un registre public, totalement transparent. Et ce registre, il est copié sur des milliers et des milliers d'ordinateurs. Chaque personne du réseau en a une copie. Du coup, pour qu'une transaction soit validée, il faut que tout le réseau, ou presque, soit d'accord. C'est le consensus. Et c'est là le point crucial. Vous voyez le changement de paradigme? On passe d'une confiance qu'on nous impose, faites confiance à cette institution, à cette banque, à une confiance qui émerge des maths. C'est tout. On a fait confiance au roi, puis aux États. Ici, la confiance, elle n'est plus humaine, donc potentiellement faillible. Non, elle est gravée dans le code. Bon, maintenant qu'on a posé les bases philosophiques, on va mettre les mains dans le cambouis. Voyons comment, techniquement, cette confiance est assurée. On va plonger au cœur de la mécanique de cette fameuse forteresse numérique. Alors, l'unité de base de la blockchain, comme son nom l'indique, c'est le bloc. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une page de notre grand registre public. Et sur cette page, on a quoi? Une liste de transactions qui ont été validées. Mais c'est sa structure, sa composition qui le rend si particulier. À l'intérieur d'un bloc, il y a 3 éléments essentiels. Le premier, c'est les données elles-mêmes. Par exemple, Alice a envoyé un bitcoin à Bob. Simple. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le hash du bloc. C'est son empreinte digitale en quelque sorte. Elle est unique. Et le troisième élément, et là, c'est la clé de tout, c'est le hash du bloc d'avant. C'est ce lien qui va former la chaîne et la rendre inviolable. Et ce hash, ce qui est absolument fascinant, c'est sa sensibilité. C'est-à-dire que si vous changez ne serait-ce qu'une virgule dans les données, un seul petit centime, paf, le hash change du tout au tout. Il est complètement différent. C'est ça, le sceau, qui garantit que chaque bloc est intouchable. Du coup, vous commencez à voir le tableau. Chaque nouveau bloc porte l'empreinte du précédent. Ils sont donc tous liés les uns aux autres, mathématiquement. Si un petit malin essaye de modifier un ancien bloc, ça changerait son hash. Et ça briserait immédiatement la chaîne avec tous les blocs qui suivent. Et ça, c'est juste quasi impossible à faire, autant mathématiquement qu'en termes d'énergie. La sécurité est littéralement scellée dans le temps. Voilà, on a compris les murs de la forteresse. Maintenant, parlons de ce qu'il y a dedans. De son tout premier et de loin son plus célèbre habitant, le Bitcoin. Le Bitcoin, il débarque en 2009. Il est créé par un personnage ou un groupe complètement mystérieux, Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui c'est. La définition de base, elle est toute simple. C'est un système d'argent liquide, mais électronique, de pair à pair. Sauf que derrière cette apparente simplicité se cachent des caractéristiques économiques qui sont uniques en leur genre. La propriété la plus fondamentale du Bitcoin, c'est sa rareté. Une rareté qui est inscrite dans son code. Il est programmé pour qu'il n'y ait jamais plus de 21 millions de bitcoins. Point. C'est une politique monétaire qui ne peut pas être changée. Pensez-y,
C'est tout l'inverse de nos monnaies classiques qui peuvent être imprimées à l'infini et qui perdent de la valeur avec l'inflation. Le Bitcoin, lui, il est déflationniste par conception. Et c'est cette rareté absolue qui lui donne ce statut si particulier de réserve de valeur. Vous voyez, face à l'inflation qui grignote notre pouvoir d'achat année après année, beaucoup de gens se tournent vers le Bitcoin et le voient comme une sorte d'or, mais numérique. Un actif qu'on ne peut pas créer à volonté pour essayer de protéger son patrimoine sur le long terme. D'accord, mais concrètement, au jour le jour, comment ça tourne tout ça? Comment on valide les transactions? Comment on crée les nouveaux blocs? Eh bien, c'est là qu'intervient le fameux minage. Alors, quand on parle de mineurs, oubliez tout de suite l'image du chercheur d'or avec sa pioche, hein. Non, les mineurs de Bitcoin, ce sont des ordinateurs, des machines surpuissantes réparties partout sur la planète qui offrent leur puissance de calcul au réseau. Et leur boulot, il est double. D'un côté, ils vérifient que toutes les transactions sont valides, et de l'autre, ils les gravent dans le marbre de la blockchain. Ce mécanisme, ça s'appelle la preuve de travail, ou proof of work. La meilleure image pour comprendre, c'est de penser à une immense loterie mondiale. Des milliers d'ordinateurs qui sont en compétition non-stop pour résoudre un problème mathématique hyper complexe. Chaque essai, ça leur coûte de l'énergie. Et le tout premier qui trouve la solution, jackpot. Il gagne le droit de créer le prochain bloc et il reçoit en récompense des bitcoins tout neufs. C'est cette course effrénée qui rend le réseau si incroyablement sécurisé. Voilà, on a vu la technique, on a vu l'aspect économique, mais si on s'arrête là, on rate l'essentiel. Le véritable enjeu, il est ailleurs, il est bien plus profond. C'est le moment de prendre un peu de hauteur, c'est notre analyse neurosynthèse. Regardez le prix du Bitcoin qui monte et qui descend, honnêtement, c'est passé à côté de la plaque. C'est une distraction. La vraie innovation, la percée fondamentale, c'est d'avoir réussi à créer un système qui permet à des millions d'inconnus de collaborer, d'échanger de la valeur, en toute confiance et sans personne pour les superviser. C'est ni plus ni moins que l'invention de la confiance à l'ère numérique. Et ça nous amène à une question vertigineuse. Est-ce qu'on peut réellement organiser nos échanges de valeurs à l'échelle mondiale, non plus sur des institutions humaines, centralisées, opaques et, avouons-le, faillibles, mais sur des protocoles informatiques, des protocoles ouverts, transparents, autonomes? C'est une question qui ne touche pas juste à la finance, hein. Ça touche au cœur même de la façon dont on organise nos sociétés. Parce qu'au fond, le Bitcoin, c'est beaucoup plus qu'une simple monnaie. C'est une expérience. Une expérience à l'échelle mondiale sur ce que signifie l'autorité, sur la souveraineté monétaire, sur la liberté financière. Et attention, ça vient avec une contrepartie qui n'est pas négociable, la responsabilité. Une responsabilité individuelle totale. Il y a ce dicton dans le milieu « Not your keys, not your coins ». Pas vos clés, pas vos bitcoins. C'est aussi simple que ça. En conclusion, on a eu les révolutions industrielles qui ont bouleversé nos usines, notre force de travail. La révolution que le Bitcoin propose, elle, est peut-être plus silencieuse, plus intime. C'est une révolution sur la nature même de l'argent. Une révolution qui ne se joue plus dans les usines, mais directement dans nos portefeuilles. Alors, la prochaine révolution est-elle monétaire? La question, évidemment, reste ouverte. Et si vous voulez continuer à creuser ce genre de sujet, votre dose de savoir quotidienne vous attend dans la newsletter. Le lien est juste en dessous, en description.